Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. Bienvenue sur African TV, une filiale de Gandhi Malian TV. Aujourd'hui, nous abordons le thème. Lequel thème va nous permettre de découvrir les différentes possibilités de sortir de ces pièges de carburant tendus au Mali. Lesquels pièges d'ailleurs, c'est un piège non seulement monstrueux, mais il s'agit d'un piège terroriste, parce qu'il s'agit des actes de terreur. Cette fois, les groupes terroristes en débandade, en déroute, ne s'attaquent pas, n'osent plus s'attaquer aux positions des FDS, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité du Mali, mais commencent à s'attaquer à des cibles molles qui sont des cibles civiles, c'est-à-dire des civils qui conduisent des camions citernes et autres. Et pour découvrir l'ampleur du complot, nous avons invité 3 experts de haut rang. À ma droite, vous avez, comme d'habitude, Dr Mamadou Sylla Traoré, qui aura son bonjour pour vous. Et à ma gauche, nous commençons par, il est à sa toute première émission. Il s'agit de l'expérimenté, un historien, Sékou Samem Touré, et il aura le temps de se présenter également. Et pour terminer, c'est le doyen qui nous accompagne comme d'habitude depuis le début de cette émission intitulée Parole aux Africains. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Diawara. Bonjour à tous les téléspectateurs de Gandhi Malian TV, African TV par ricochet. Et bonjour à mon oncle, mon co-débatteur. Et bonjour à Monsieur Touré, un nouveau co-débatteur qui s'associe à la famille. La famille s'agrandit. On lui souhaite la bienvenue. Je pense que dans les échanges et tout ça, on aura beaucoup de choses à dévoiler, beaucoup de choses à éclairer aussi. Merci beaucoup, M. Touré. Merci Diawara, merci à Gandhi Malien, African TV. Moi, c'est bien sûr Sékou Samem Touré, je suis historien géographe. Je viens d'une partie du Mali qui a connu cette crise-là très longtemps et j'ai été acteur communautaire. Donc, je suis sur un terrain connu. Et j'espère qu'avec les autres co-débatteurs, on pourra trouver des pistes de solutions et formuler peut-être certainement des hypothèses de résilience pour nos communautés aussi, à pouvoir faire face à cette crise qui s'impose face au peuple malien. Merci beaucoup. Doyen. Bonjour Issa, bonjour à tous les travailleurs de Gandhi, mes co-débatteurs, mon neveu Traoré qui n'avait pas pu venir la semaine dernière. Bienvenue à M. Touré. Merci. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi Malien et surtout bonjour à Fatou Doucouré. Merci beaucoup, doyen. Droit de Ness oblige, comme d'habitude. Nous restons avec le doyen pour découvrir, essayer de décrypter les propos de notre Premier ministre, son Excellence Abdoulaye Maïga, qui a laissé entendre il n'y a pas longtemps de cela que les GAT, les groupes armés terroristes, ont changé de mode opératoire, qu'il s'agit d'un plan de déstabilisation. Qu'est-ce qu'il voulait dire correctement? Nous savons qu'il s'agit d'un Premier ministre, peut-être que c'est limité au niveau explicite, mais si nous essayons un peu de fouiller dans l'implicite, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement, doyen? Bonjour à tous ceux qui nous suivent. En fait, le gouvernement est en train d'améliorer son système, le système d'escorte et de distribution du carburant. Okay. Et donc, ils ont mis en place un dispositif sophistiqué de traçage de tous les véhicules qui prennent des hydrocarbures. C'est un système de pilotage qu'ils ont mis en place qui permet d'examiner toutes les cargaisons qui viennent à la frontière pour connaître les contenus, les différents produits pétroliers qui sont là-dedans et organiser le voyage pour venir. Et à partir de la frontière, ils peuvent diriger déjà, dispatcher le carburant entre les régions en fonction de leurs besoins. Depuis la frontière, ils ont le stock, ce qui reste, ce qui vient au Mali, là où il y en a, là où il n'y en a pas. Ce matin, j'entendais dire qu'à il n'y a pas de problème de carburant. Oui. Donc, il y a tout on bascule pour faire une répartition équitable entre les régions, mais aussi, je crois, c'est une première, ils se mêlent du dispatching entre
les stations. Et on verra que c'est extrêmement utile par la suite pour diminuer le ruée vers les stations après. Donc c'est un ensemble de systèmes numérisés ou bien qu'ils ont mis en place qui permet de gérer la crise. Voilà. Mais à quoi, docteur, je reviens vers vous. Le Premier ministre, le doyen a dit peut-être ce que le gouvernement est en train de préparer, ce que le gouvernement est en train de faire pour gérer cette crise. Mais le Premier ministre a parlé aussi des changements de mode opératoire visant à déstabiliser les institutions. Oui, effectivement, le Premier ministre a parlé en parabole. Et quand une parole parabolique vient d'un Premier ministre orthogonal, ça me dit de réfléchir, de faire une gymnastique intellectuelle. Parce que changer de mode opératoire, d'accord, mais quand est-on arrivé là? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Parce qu'on a eu à dire à moult reprises que nous sommes à une guerre de longue haleine. L'ennemi est en train de changer de mode opératoire, pas maintenant, je dirais pas maintenant, depuis un certain nombre d'années, parce qu'avant, c'était d'abord nos casernes qui étaient attaquées. On a pu trouver une solution, plus ou moins une solution à cela. Maintenant, on entend moins qu'une base militaire malienne a été attaquée, qu'il y a eu des morts et tout ça. Bon, on a les mauvais souvenirs de Gosago, de Sobanda et tout ça. Bon, et on en passe. Maintenant, ils ont leur logiciel à eux, ces gens-là. Ils ne vont jamais nous laisser tranquilles. Raison pour laquelle, moi, je suis médecin, nous sommes dans, comment ça s'appelle, la prévention plutôt, que dans la réaction. Nous sommes dans la prévention parce que même quand une épidémie éclate quelque part, il y a un système qui est directement mis en branle pour pouvoir vraiment endiguer le mal à un certain niveau. Mais souvent, nous, nos autorités attendent souvent que des choses se passent et on réagit après. Et souvent, ça met un peu notre effort en retard. Mais de toutes les façons, c'est pas mal en soi. Et cette histoire-là aussi, il ne faut pas que les populations comprennent que c'est une histoire d'État, quoi. Non, c'est une histoire de l'État. Je ne sais pas si les gens comprennent bien, je parle sous le contrôle de mon oncle juriste. C'est l'État comme tout le monde pris individuellement. Donc, s'il change de mode opératoire, nous aussi, on doit changer de mode opératoire vis-à-vis d'eux. Parce que je disais sur ce plateau que nous sommes en guerre et que dans la guerre, tous les coups sont permis. Et ils ne nous entendent pas, hein, parce que là, toutes les guerres pratiquement du monde sont les guerres de l'énergie. Un pays qui n'a pas d'énergie, c'est un pays qui s'arrête, quoi. Ça, c'est logique. Même quand on voit les États-Unis faire la guerre en Irak, faire la guerre à Kadhafi, au Venezuela, c'est pour vraiment l'énergie, le pétrole. Le pétrole est indispensable l'énergie est indispensable pour le développement de tout pays. Maintenant, ce secteur-là, c'est le secteur qui est là, qu'ils ont essayé de frapper à plein cœur. Et quand on frappe le secteur énergie en plein cœur, que les approvisionnements ne se font pas, alors la longue chaîne qui permet à la nation de tourner va s'arrêter quelque part. Et ça, dans leur arrière-pensée, peut-être il y aura une révolte et ils ont leur logiciel de machiavélique, de diabolique, et voilà, pour que la population s'élève contre les autorités. Tous ces décès-là, c'est ça, quoi. Donc c'est ce que nous, on doit comprendre. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer mon peuple. Vraiment, le peuple malien est résilient. Et quelque part, les gens sont en train de comprendre. Même s'il y a le verre dans la pomme, il y a des gens qui sont parmi nous, qui sont au service du colon encore et qui ne veulent rien du Mali prospère. Voilà. Ok, merci beaucoup. Professeur Touré, nous revenons vers vous. Changement de mode opératoire. Pourquoi changer de mode opératoire? L'objectif final voulu, c'est quoi? Docteur Mamadou Sylla Traoré est revenu sur ça, et peut-être c'est des gens qui visent à soulever les populations. Quelle est votre analyse là-dessus? Ok, merci bien. Moi, je le prends sous deux aspects. Ok.
D'abord, le changement de mode opératoire de l'État en tant que structure de gestion des communautés, mettre un mode opératoire qui puisse répondre à la crise imposée, et au changement de mode opératoire des groupes terroristes qui s'attaquent à des cibles qui vont plutôt faire mal aux communautés, aux populations, pour les amener face aux dirigeants qui ne veulent pas sur place. Donc voilà les deux aspects sur lesquels je vais un peu mener la réflexion. Et aujourd'hui, moi je crois que l'État doit, comme le docteur l'a dit, se préparer à anticiper. Parce qu'une crise, elle ne se gère pas lorsqu'elle tombe, elle se prévoit. Aujourd'hui, nous sommes dans un dispositif où il y a certains éléments qu'on peut préparer même la population, la communauté pour ça. Et comme je vous ai dit, une crise, nous avons vécu tout ça au nord, nous avons connu toutes ces crises-là, les crises de carburant, les crises alimentaires, etc., etc. Donc, il faudra, je crois, que l'État aujourd'hui, plutôt que de chercher à amener du carburant, l'État doit préparer la communauté à la résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter l'état de fait que la crise s'est installée et amener la communauté à adapter des comportements et des façons de vivre qui s'adaptent à cette crise pour que la crise-là ne soit plus une crise, mais plutôt quelque chose qui a été utilisé au bénéfice des communautés. Parce que ça va nous permettre de faire face. Parce que l'objectif des groupes terroristes, c'est de nous couper carrément nos points de ravitaillement pour nous causer des crises. Aujourd'hui, par exemple, si on prend un peu la circulation au niveau de Bamako, empêcher aux privés de circuler comme ils veulent, ceux qui ont des véhicules, ceux qui ont leurs motos. Donc moi, je crois que l'État doit pouvoir s'adapter à un système où ils peuvent mettre un dispositif pour le déplacement des communautés en tenant compte des priorités publiques. Et que ça puisse répondre au ravitaillement, parce que le ravitaillement par convoi ne pourra jamais satisfaire le besoin d'utilisation des communautés. Donc moi je crois qu'on doit pouvoir changer cette façon de faire, cette façon d'utiliser le carburant qui vient. Si on prend par exemple les transports publics, mettre en priorité les transports publics, par exemple, dans le ravitaillement du carburant, utiliser les compagnies à l'intérieur du pays qui sont là au service de tout le monde, utiliser par exemple les taxis, les Sotrama, etc., les Telmani, en tout cas, tous ceux qui sont là dans le dispositif public, les prioriser. Et aux Maliens de comprendre que désormais, face à cette crise, nos véhicules, on doit pouvoir les garer, parce que c'est ça la résilience, c'est ça contribuer à l'effort de guerre. Ne pas amener l'État à fournir des efforts qui lui paraissent plus difficiles face au type d'ennemi qu'il a. Parce que si on oblige à l'État, par exemple, d'amener 300 citernes par semaine, et que le dispositif sécuritaire ne le permet pas, donc on va créer des problèmes. Maintenant, dans ça, si on essaie de changer notre façon de vivre, en l'adaptant aux besoins juste d'aller au service, aller dans les endroits en tout cas où les gens vont mener librement leurs activités, et que ce déplacement est lié désormais au transport en commun en priorité, je crois qu'on pourra tous se déplacer, aller, le citerne de camion qui viendra, qui va servir 20 cars, et les cars pourront transporter 50, 60 personnes et les amener et revenir. En tout cas, l'essentiel sera utilisé en matière de déplacement par les transports publics. Ça, c'est un premier aspect en termes de mode opérateur sur lequel, en tout cas, j'ai réfléchi par rapport à ce que le PM m'a dit. Et ensuite, les terroristes, eux, qui utilisent aujourd'hui des drones pour s'attaquer à nos convois. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, l'armée est arrivée à un niveau où on ne peut plus faire face directement à l'armée. Donc, ils changent de mode. S'ils changent de mode opératoire, à la population aussi de changer de façon de vivre pour permettre à ceux qui sont chargés de la sécurité de pouvoir s'adapter aux réalités du terrain et qu'ils puissent mieux les traquer. Parce que si on exige trop de choses à l'État, parce que quand ça ne va pas, s'il y a un peu d'eau à utiliser, je crois qu'il faut aller par
les besoins nécessaires. Avant de se laver, il faut boire. Il faut s'assurer qu'on arrive à boire toute la journée. Donc, moi, je dis que c'est un peu comme ça. Et quand il y a peu de nourriture, je me dis, sur 24 heures, il faut essayer de voir le juste milieu. À partir de quel moment on peut manger pour faire face aux 24 heures. Donc, pour moi, c'est comme ça un peu que l'État doit pouvoir amener la population à comprendre que de les faire croire qu'ils peuvent être servis en carburant comme si c'était dans une situation normale. Ça va être difficile. Et si la communauté, la population continue à penser que l'État pourra, en tout cas avec l'escorte, les ravitailler, ça va être difficile. Ok, ça va être difficile. Oui, doyen. Je voudrais dire que sur le plan structurel, ils ont mis en place ce ils ont appelé le CIGCC. C'est le groupement interministériel pour prévenir les crises et les catastrophes. Okay. Donc c'est une structure qui va statuer en permanence pour régler ce genre de problème. Donc ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est pris en compte et sous la responsabilité toujours du Premier ministre. Sur le travail technique, peut-être que les techniciens vont se regrouper pour le faire, mais c'est toujours sous l'égide du Premier ministre. Voilà. Donc, c'est le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes. Ok. Voilà. Et ça concerne tous les ministères? C'est interministériel. Okay. C'est-à-dire tous les ministères concernés par le problème de carburant sont intéressés par ce ministère. Okay. Et tous les services, notamment un des services pivots, c'est l'administration de douane, où on peut prendre tous les renseignements. Il y a un système de numérisation de la douane qui permet de savoir les cargaisons dès leur départ du pays où on l'a acheté jusqu'à la frontière malienne. Donc, c'est plus facile à organiser. Ok, merci Doyen, nous restons avec vous. Il y a les problèmes, nous sommes en train d'en débattre, mais des pistes de solutions possibles pour vraiment finir avec ces problèmes. Parce que là, le professeur Touré a dit qu'il faudrait préparer les peuples à la résilience. C'est une option, parmi tant d'autres. Si vous avez d'autres peut-être pistes de réflexion dans ce sens, merci de partager ça avec le public. Bon, il y avait une première solution, parce que les stations commençaient à dire qu'ils n'avaient pas de carburant. Okay. C'est ce qui a d'abord été le signal d'alarme. Mais ils ont mis des inspecteurs sur place qui vont demander à acheter du carburant dans une station. Lorsque le propriétaire de la station dit qu'il n'y a pas de carburant, en ce moment, ils sortent leur badge pour dire, bon, allons, on va vérifier la cuve pour savoir s'il y a du carburant ou pas. Donc aujourd'hui, je crois que ça, c'est un problème résolu. Mais ensuite, il faut empêcher on a prévu qu'il faut empêcher la vente de carburant dans les fûts, parce que les gens peuvent s'éloigner avec pour aller vendre. Aujourd'hui, moi j'ai des informations qui me disent que pour 20 litres de carburant, d'essence, il faut payer 40 000 francs à Bamako ici. Mais où ça c'est de façon informelle ou bien? C'est de façon informelle, c'est des gens. Parce qu'il faut surveiller les choses. Je crois que les inspecteurs doivent tous les jours jauger le niveau du carburant pour savoir ce qui reste là-dedans et peut-être surveiller un peu. Parce que les gens peuvent sortir le carburant la nuit, remplir des fûts et puis qu'ils envoient vendre par ailleurs. Donc, ceci, il faut l'empêcher. Mais je crois que comment l'empêcher? Le Malien n'aime pas dénoncer en général, surtout pour eux, quelqu'un qui te vend du carburant même à prix coûtant, à prix exorbitant, c'est quelqu'un qui te fait du bien. Non, il contribue à rendre le problème plus difficile. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut mettre des lignes directes à la disposition de tout le monde. Celui qui va acheter du carburant à 2000 francs le litre, ce n'est pas un problème, il l'achète, mais il appelle. Il appelle, il indique la personne qui est en train de vendre ça, et en ce moment, les agents se déploient pour arrêter la personne. Dès lors qu'il est arrêté, celui qui l'a acheté à 2000 francs, tu te présentes, il te rembourse tes 2000 francs, tu bénéficies du carburant et lui, on le conduit.
Je crois qu'il faut être très ferme dans ce genre de choses. Lorsqu'on aura fait ça une fois, 2 fois, parce que si tu ne sais pas qui vient t'acheter du carburant, tu es attiré par l'appât du gain, facilement tu vas tomber dans le panneau. Et ça, c'est une possibilité que moi je suggère. Ensuite, il faut accorder, comme il l'a dit, la priorité aux usines et aux transporteurs. Parce que le transport en commun peut faciliter les choses. Les usines aussi, qui ont besoin de carburant pour tourner, il faut leur faciliter. L'armée aussi, les hôpitaux, quand il n'y a pas de courant, il faut les groupes électrogènes, il faut leur faciliter l'accès au carburant. Ensuite, il faut procéder à comme ils sont en train d'avoir une vue d'ensemble sur tous les stocks qui viennent, ils peuvent faire l'état de la situation du carburant et les besoins dans chaque région. Maintenant, une ville comme Bamako, ils doivent recenser toutes les stations et procéder à la répartition entre les stations, mais qui seront servies au même moment. C'est-à-dire, on ne va pas servir telle station, ensuite on va aller à telle autre. Les gens auront tendance à courir de là à là-bas et il y aura toujours des attroupements. Mais si toutes les stations sont servies à un temps T ensemble, ça permet aux gens de ne pas se disperser. Oui. Et je crois qu'il faut veiller à ça. Ensuite, il faut rendre la tâche un peu facile. Les policiers doivent être aux abords des stations. Parce qu'il y a des attroupements devant les stations à telle enseigne qu'ils empêchent la circulation. Ça, il faut y mettre fin. Il y a plusieurs peut-être façons. On trouvera bien une stratégie pour faire entre les rangées un espace. On laisse passer 20 véhicules qui vont se servir. Après, on laisse passer. Les autres sont alignés. On amène 20 autres. Moi, je suis là où je suis dans un cul-de-sac. Je ne peux pas sortir de chez moi. Je suis obligé, pour rentrer chez moi, de dépasser le virage de Daoudabougou, d'aller à Sogoniko, de tourner pour rentrer dans mon quartier et revenir au même point. Il y a 3 jours, je suis dans le comité de dépouillement des plaintes de la prochaine EID. Nous travaillons de 9h à 14h. 3 fois, je suis obligé, quand je sors de chez moi, pour atteindre le goudron de la Tour de l'Afrique, je ne suis pas à plus de 500 mètres. Mais c'est bloqué, je ne peux pas passer. Je suis obligé d'aller à Missabougou pour faire le tour et revenir par la route de la zone industrielle, revenir par là-bas pour venir à la médiature, c'est-à-dire en face de la primature pratiquement. Je suis obligé et ça fait du carburant. Il faut donc tout faire pour mettre fin aux attroupements ou en tout cas les organiser. Devant chaque station, avoir des policiers qui organisent le temps pour qu'ils ne bloquent pas les chemins. Ensuite, vous connaissez, il y a une fourmi qui aime tellement le sucre qu'il peut tomber dans la boîte à sucre ou bien quand c'est du miel, il préfère mourir dans... on l'appelle Kolongolomba. Oui. Voilà. Mais c'est-à-dire que les terroristes, c'est comme aujourd'hui des fourmis. Ils sont attirés par les citernes. Or, les citernes sont sur une route droite. Donc, il faut transformer cette route droite. Et ce besoin de venir sur cette route droite pour commettre des attentats, il faut le transformer en un piège pour eux. Ce piège, on a souvent des villes qui ne sont pas trop distantes, 30 km au maximum. Généralement, sur la route de Sikasso, sur la route de Ségou, tu feras rarement... Ségou, c'est la Faya qui fait 30 mètres. Sinon, à tous les coups, tu rencontreras des gens. Donc, je crois qu'à l'intermédiaire, il faut avoir des gens qui renseignent. Tout à fait. Parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de venir attaquer physiquement, directement, les citernes. Ils savent que c'est bien protégé. Ils se mettent à distance maintenant pour tirer sur les camions. Et même, j'aurais entendu qu'ils utilisent des drones kamikazes pour attaquer les camions. Donc, c'est 2-3 kilomètres. Il y a d'autres systèmes qu'on peut mettre en place. Un système de relais de ceux qui accompagnent. C'est-à-dire que forcément,
les cargaisons, quand c'est en groupage comme ça, c'est lent. Et donc, il y a une troupe qui va suivre, il y a une qui passe devant pour aller inspecter les abords et se positionner. Et quand ils arrivent à leur niveau, ils changent. Ceux qui étaient là-dedans, eux, ils prennent le pas, ils dévancent les cargaisons pour aller eux aussi sécuriser les abords de 2 km de part et d'autre. Je crois qu'il y a toute une possibilité. Ok, merci beaucoup, doyen. Docteur, vous ajoutez quelques propositions, solutions? Oui, quelques solutions. Il faudrait aussi savoir que ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui. Le problème, il est très, très bien posé. Moi, je me rappelle, 3 mois ou 4 mois avant, souvent, il y a des stations à Bamako. Tu essaies de t'arrêter pour prendre le carburant, ils disent qu'il n'y a pas de carburant, pas d'explication. Et ces stations-là, je ne vais pas dire leur nom, depuis le début de la crise jusqu'à là où nous sommes, ils n'ont jamais vendu de carburant à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. S'ils ont une autre modalité d'approvisionnement en carburant, je ne sais pas. Mais moi, je prône plutôt la fermeté. J'ai dit, comme le Premier ministre même aime le dire, mon Excellence, son Excellence Maïga, je me répète une deuxième fois, je prône la fermeté. Et une troisième fois, la fermeté. La fermeté à l'endroit de qui? À l'endroit de ceux qui ont créé ces problèmes-là. C'est à plusieurs niveaux. C'est pas seulement, tu vois, le petit terroriste là qui est entre Marca Congo et Fana, qui se met derrière un arbre, qui lance un lance-roquette sur une citerne. Ça prend, non. Ils ont leur patron ici parmi nous. La façon dont nous on les combat, et ils nous ont infiltrés il y a longtemps, très très longtemps. Et là, tant qu'on ne parvient pas à vitrifier ces gens-là, vraiment ça va être un combat très très difficile. Donc c'est à plusieurs niveaux. Il y a d'autres choses qu'on peut vraiment associer. Je ne sais pas si les questions vont encore en venir. Même le recrutement de la population elle-même. Mon oncle a dit, on peut recruter les Donsous, on peut recruter comme les Burkinabés ont fait des volontaires. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Le temps de laisser M. Touré peut-être terminer avec des pistes de solutions. Okay, d'accord. Donc j'avais parlé de la résilience. Oui. Il faut préparer la population à ça. Et ensuite, il faudra développer les communications, l'information, les sensibilisations auprès des populations. Parce que d'abord, les attroupements, si l'État peut éviter, on doit les éviter. Parce que ça crée de la panique. Parce que quand on voit des gens qui partent au niveau des stations 2 jours, 3 jours à chercher du carburant, on a l'impression qu'il y a une catastrophe qui s'impose. Donc ceux qui ont des esprits faibles peuvent avoir très mal, et ce n'est pas au bénéfice de nos autorités. Donc d'abord organiser à ce niveau. Et ensuite, organiser de sorte que cette crise-là puisse être gérée de façon à prioriser, comme je l'avais dit, les transports en commun qui sont au service de toute la population. Donc que ce soit ceci qui soit prise en priorité et qu'ils aient le carburant. Parce que là où il y a l'élément important, c'est que le prix du carburant n'a pas changé, ça n'a pas évolué. Oui. Donc normalement, la crise jusqu'à un certain niveau ne doit pas exister parce que le prix est maîtrisé. Ensuite, il y a d'autres éléments parce que le docteur vient de dire tout de suite qu'ils ont des gens parmi nous. Et je crois que la population doit être mise à contribution pour gérer cette crise-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les leaders communautaires doivent être associés aux différentes commissions qui s'occupent de cette organisation. Parce que si on prend par exemple qu'aujourd'hui, que les chauffeurs, leurs syndicats se retrouvent dans un regroupement, eux, ils pourront donner leur expérience et tout ce qu'ils savent, tout en sensibilisant les chauffeurs à contribuer à l'apaisement de cette crise. On prend les jeunes, on prend les femmes, eux tous, lorsqu'ils sont responsabilisés pour gérer, ils pourront par ailleurs sensibiliser ceux qui sont
derrière eux pour accepter d'abord la crise. Parce qu'on pense que c'est une faiblesse de l'État. Non. L'État était déjà dans cette crise. Et nous, par exemple, au Nord, en exemple, quand la crise de carburant a atteint un niveau et que nos agriculteurs ont commencé à souffrir de ça, nous avons développé le système de gaz pour les motopompes. Donc, on a demandé à tous nos producteurs de changer leur carburant en carburant de gaz et ça diminue la consommation et le déplacement et le carburant peut être utilisé ailleurs et ça ne pourra pas aller encore dans des zones où ces mêmes terroristes pourront récupérer et utiliser. Donc nous avons pensé à changer de système et à diminuer la consommation du carburant. Ça c'était à Gao. Ça c'était à Gao. Donc on a demandé à tous nos producteurs, parce que pour certains périmètres irrigués par exemple, il faut beaucoup de puits de carburant pour pouvoir mettre le moteur en marche, pour pouvoir produire. Mais quand c'est sur le gaz, par exemple si je te prends un petit calcul tout de suite, quand on prend les 12 kilos de gaz, et par rapport à qui peuvent faire 20 jours pour une utilisation de 5 litres par exemple par 2 jours, quand vous calculez, vous allez voir que là où on utilise 12 kilos de gaz, il te faut 110 litres de carburant. Donc avec une bouteille de gaz, tu vois que tu diminues. Et maintenant, les 70 litres là pourront servir par exemple les cars, les ambulances, pour les permettre d'être permanemment en mouvement et pour la population. Et éviter que le prix n'augmente, le prix d'utilisation des transports en commun. Parce que là, l'État doit faire énormément attention pour éviter qu'en plus de la crise, que le prix augmente et là, la population risque d'être frappée 2 fois. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut faire en sorte que là où l'État arrive à maîtriser des responsabilités qui reviennent à l'État, que l'État puisse gérer ces situations-là. Et en gérant, en donnant du carburant au transport en commun, avec le prix normal au niveau du truc, et quand ceux-ci l'ont facilement, ils ne pourront pas augmenter le prix. Et la population pourra aller vaquer à ses responsabilités. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, l'État doit tout faire pour que l'énergie, au lieu que ça diminue, que le temps d'électricité augmente, parce que ça permettra de résoudre beaucoup de problèmes et beaucoup de besoins de carburant pour ceux qui vont chercher pour leur groupe, pour ceux qui vont chercher pour les cliniques. Ça va diminuer leurs besoins d'utilisation de carburant parce que déjà l'énergie arrive à assurer pour tout le monde. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faudra que l'État se mette dans les dispositions à faire une gestion pédagogique de cette crise que de vouloir aller vers les égaux. Bon, les terroristes ils ont défié, il faut... Non, moi je crois que la réponse ne doit pas aller sur cette nature-là. Ok, merci beaucoup. Résilience du peuple. Vraiment, il faudrait saluer. Je pense, docteur, à l'entame, vous avez salué la résilience du peuple malien. Le professeur Touré a d'ailleurs insisté là-dessus. Doyen, un mot sur la résilience de notre peuple. C'est à saluer quand même. Bon, je crois que la résilience sera fonction des besoins. C'est-à-dire que si tu dois te déplacer sur 3 km, tu as l'habitude de le faire en voiture, à un certain moment donné, s'il n'y a plus de carburant, alors que tu dois te déplacer forcément, tu trouveras le moyen de le faire. À défaut de prendre une moto-taxi, un taxi, tu seras obligé peut-être de faire recours au vélo. Ou même au covoiturage. Mon neveu et moi, aujourd'hui, quand on venait, on s'était donné... Moi, j'ai un restant de carburant dans ma voiture. Lui aussi, c'était la même chose. Bon, depuis midi et quelques... Depuis le matin, on s'est appelé. Comment il faut coordonner? Bon, on s'est donné un point de rendez-vous. Moi, il devait garer sa voiture. Moi, j'allais le chercher. Il venait au point de rendez-vous à pied. Mais finalement, il m'a dit non, j'ai un peu plus de carburant que toi. Toi, tu restes. J'ai laissé ma voiture dans une station. J'ai fait le reste à pied et je suis parti le rejoindre. Il arrivera à un moment donné où j'ai un ami qui est dans le même comité de dépouillement des interpellations que moi. Mm-hmm. Il a une voiture, sa femme a une voiture. Tout le matin, ils viennent tous deux en ville. Hier matin, il m'a dit non, on a commencé à se dire, on laisse une voiture, on n'en prend qu'une. Donc, alternativement,
Ils peuvent, quand le carburant aurait fini dans un véhicule, l'autre est là disponible. Bon, ensuite, moi-même, pour mes petits plaisirs, je partais beloter chez lui. C'est un peu distant, mais ces derniers temps, j'ai arrêté. Je pars pour les prières à plus d'1 kilomètre et demi ou 2 kilomètres de chez moi. Je partais à pied l'an passé. J'ai eu des petits problèmes de santé. Je partais en voiture cette année, mais j'ai arrêté. Hier, je suis parti à pied, aller-retour. Je suis parti à pied. On ne met pas de carburant. Mais si on met du carburant, c'est peut-être qu'il faut bien manger à la maison. Voilà, c'est tout. Et je crois qu'à un moment donné ou à un autre, les gens vont s'adapter. Plus la crise va se durcir, plus ils vont s'adapter. Il n'y a rien à faire. Parce que les gens ne vont pas se laisser mourir. Les gens ne vont pas rester à la maison. Si tu as un malade à la maison, ta voiture est en panne, tu es obligé, devant les exigences, de chercher un autre moyen. Donc, il y aura des petits moyens qu'on va inventer comme ça. Des petits moyens qu'on va inventer. Docteur, tu ajoutes quelque chose? Oui, il faudra aussi comprendre que le Malien est de nature alarmiste. On est trop alarmiste. Souvent, quand les situations se présentent comme ça, il faut quand même essayer de les vivre dans la quiétude, essayer de comprendre et essayer de voir comment est-ce qu'on peut sortir de l'ornière. Est-ce que ce n'est pas aussi dit en partie à l'offensive médiatique de l'ennemi qui avait accompagné? J'allais oublier, exactement. Il y a même un monsieur que je ne dirai pas le nom, oui. Et tout le monde lui en parle maintenant. Un monsieur sans valeur, vraiment. Une personne qui doit être mise à la poubelle, quoi. Et c'est lui, à travers ses paroles et tout ça, il parle comme si lui, voilà, il a comment ça s'appelle, la commande du Mali, quoi. C'est lui qui dit. Or, lui ne décide de rien. Absolument. Absolument. Lui, c'est un petit communicant. Ça, voilà. Ceux qui traînent, tirent la corde derrière, ils sont là et ils sont connus. En fait, je disais, je me répète, c'est une situation de guerre. Eux aussi, ils ont leur tête pensante. Comment nous faire du mal? C'est ça. Comment faire du mal? Comment frapper le régime à plein cœur? Ils ont, même si cette situation-là va être, comment ça s'appelle, cernée, bien résolue, ils tenteront d'autres situations, quoi. Il ne faudrait jamais perdre de vue. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut être sur le qui-vive. Dans certains pays, même si le problème n'est pas là, on fait souvent des simulations. Et nous aussi, des conseillers qui sont près des décideurs, ils doivent aussi penser à certaines choses et à conseiller dans certains sens. Parce que voilà, c'est le carburant aujourd'hui. Demain, il ne peut pas aller brûler les champs à l'office du Niger. Que le bon Dieu nous en garde, quoi. Essayer de créer la famine. C'est des gens qui ne sont pas bons. Ils l'ont tenté toujours. Voilà, ils ont toujours tenté, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit être toujours dans dans la prévention. Il faut toujours prévenir, faire même des simulations et voir, en cas de ça, comment est-ce qu'on va y répondre? Parce que si on avait su que le carburant allait être un problème, et si on l'avait su, on l'avait simulé depuis longtemps, une crise de carburant, on allait avoir des stocks. Voilà, on allait avoir. Sur ce plan, nous avons été les premiers à évoquer ce problème-là. Mm-hmm. L'une des causes pour laquelle la crise s'est amplifiée d'un coup, c'est parce que les dépôts de carburant devaient être ravitaillés pour pouvoir ravitailler toute la population sur un temps donné. Oui, 3 à 6 mois. Minimum 3 mois et plus. Comment se fait-il que les dépôts de carburant ne sont pas intervenus à temps pour faire des stocks? Non, comment est-ce qu'il y avait des stocks? S'il n'y en avait pas, pourquoi? Voilà. Et donc, je crois que le Premier ministre, dans une des rencontres à laquelle j'ai assisté, avait dit que les problèmes de stockage aussi, ils vont les prendre en charge. Et moi, quand je suis sorti d'ici, après l'avoir dit, avec des pétroliers, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans les stocks, les dépôts de carburant. Oui, il y avait des problèmes. Mon oncle, je me rappelle de cette histoire. Hein. Mm-hmm. C'était depuis le temps de Alpha. Les stocks
tous les stocks de la ville de Bamako étaient à la zone industrielle. Ah non, il ne faut pas dire les lieux. Bon, il y en a aussi derrière le fleuve. Non, avant ça, parce que les stocks pratiquement tous les stocks de Bamako, c'était là-bas. C'est mobile ou je ne sais pas trop. C'est là où on a créé après, on a éloigné ça, parce que ça, ce n'était pas étatique. On a créé une structure étatique près au village de Sénou, là. Ouais, là où il y a après la Tour d'Afrique, voilà, la bifurcation aéroport, l'ancienne route de l'aéroport et Sénou. À l'angle même, quoi. Non, je vois. Voilà, c'est contigu à... Je vois. Exactement. Bon, moi, je ne peux pas comprendre. Parce qu'au Mali, on va s'en vouloir éternellement. On crée des choses sur papier. Tout le monde est content. On s'est dit, voilà, on a créé une société qui va nous permettre d'avoir du pain chaud tous les matins. La société commence, au bout de 3 mois, il n'y a pas de pain. 4 mois, il n'y a pas de pain, on trouve une autre alternative. Et cette société-là, on la met derrière. Et elle va, peut-être, ses objectifs vont servir à la société. Parce que la société ne va plus servir à rien. C'est ce qui est arrivé, malheureusement. Quand on fait des choses, il faut bien les faire, il faut qu'il y ait un suivi. Et voilà, à qui la faute maintenant? Les responsabilités doivent être situées. Si on doit punir, on doit punir. C'est ce que je dis toujours. Mais au Mali, il y a trop de définisme, il y a trop de laxisme, parce qu'un tel est le petit frère d'un tel, ou bien c'est le fils d'un professeur un tel. Souvent, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Donc, c'est... Oui. Je vais juste rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, parce que nous avons déjà vécu cette situation, comme je l'ai dit. Donc, c'est bien que les solutions qu'on avait eues vers chez nous qui ont pu aider un peu à la situation. Par exemple, la question de stockage. Nous avons des produits qui venaient d'ailleurs. La plupart de nos produits de consommation venaient d'ailleurs. Donc, on a compris que souvent, ces pays voisins-là, je ne citerai pas de nom, faisaient exprès souvent de nous couper pour accentuer la crise. Parce que quand on dit Gao, c'est le Mali. Pour accentuer la crise. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé à tous nos commerçants de faire des entrepôts, de faire des grands magasins. En tout cas, la période où ils peuvent prendre ces marchandises-là, ils vont faire un grand stockage qui constitue pendant un bon bout de temps qui va ravitailler la population. Ça, c'est bien réfléchi. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire en retour? Si nos commerçants aussi ne partent plus acheter dans ces pays-là pendant 6 mois, il y a une crise qui va s'installer chez eux. Parce que eux aussi, c'est par ça qu'ils se font des dividendes et c'est par ça qu'ils vivent. Donc, mais quand eux, ils arrivent à faire des réserves de 6 mois d'argent pour leurs besoins, pour leur utilisation, alors que nous, on n'a qu'1 mois de consommation, la crise va être de chez nous. Donc, c'est pourquoi il est très bien qu'aujourd'hui, que nos gens puissent vraiment anticiper et qu'on comprenne qu'on est vraiment dans une crise. Et il ne faut pas aller par le dos de la cuillère. Et une crise, aujourd'hui, à ce niveau, c'est partout, il passe par tous les moyens. Surtout qu'avant, c'était un problème militaire. Aujourd'hui, ça, c'est la question réglée. Hein? Aujourd'hui, on ne s'attaque plus à un militaire malien au hasard comme ça. Donc, aujourd'hui, ils vont voir les côtés sur lesquels, aujourd'hui, l'État ou en tout cas les particuliers n'ont pas pris de dispositions pour essayer de mettre la crise. Et on a vu aussi que dans la gestion de cette crise de carburant, qu'il y avait des producteurs ou encore des travailleurs dans ce secteur qui contribuent aussi à accentuer la crise. C'est-à-dire des gens qui amenaient du carburant. Et quand on a compris ça, il fallait mettre ces gens-là, il fallait les constituer en groupe de bon office pour contribuer à la crise. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura 2 camps. Le camp de ceux-là qui ont été responsabilisés par l'État pour aider la communauté à vivre et le camp de ceux-là qui essaient d'accentuer la crise pour se faire plus de bénéfices. Donc finalement, l'État a compris là où souvent le problème se pose et à quel niveau la crise peut commencer ou peut s'arrêter. Donc les informations sont là et l'État contribue à pouvoir stabiliser. Donc finalement, ces secteurs ne sont plus touchés parce que ça ne constitue plus aujourd'hui, parce que les gens ont su maîtriser un peu la gestion à ces niveaux-là. Donc je crois que vraiment la prévoyance aussi doit faire partie de ces éléments. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut éviter de se donner
au jeu de ces gens-là en termes de communication. On va couper le carburant, il y aura plus, on va couper les routes. C'est-à-dire l'État doit s'organiser parce que c'est une continuité, c'est une vie de tous les jours. Que des gens qui aujourd'hui sont là, demain ils sont ailleurs. Et d'ailleurs, quand on va voir même dans la communication, celui qui communique et les acteurs sur le terrain qui font le désordre ne parlent même pas la même langue. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de sérieux et de coordonné. C'est juste qu'ils font des tentatives, ils créent un peu le désordre et ça ne doit pas nous emporter. Il n'y a pas le feu à la case. Il n'y a pas le feu à la case. Sur ce point, je voudrais rappeler une chose, je ne sais pas si je dois l'évoquer ou pas. Quand j'étais chef de division des bureaux de douane, oui, si vous permettez, vous devez vous glisser quelque chose, peut-être vous allez tout ramasser à la fois. Oui. Parce que je pense à l'époque où vous étiez en activité, quand paix à son âme, le président Amadou Toumani Touré, il avait laissé entendre qu'il y avait des plantes là-bas à partir desquelles on pouvait aussi produire des carburants. Professeur Touré, c'est un historien. Et nous savons peut-être que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à peu près la moitié des carburants d'Hitler, c'était des carburants qui étaient des carburants synthétiques. C'était produit autrement. Ça ne venait pas des sous-sols. Ou quelque chose comme ça. Ouais, une plante comme ça. Et je sais aussi qu'il y a quelqu'un qui nous a approché une fois, qui avait un projet. Et je crois d'ailleurs c'est en cours, qui doit produire aussi des carburants à partir des déchets. Est-ce de telles initiatives aussi, il ne faut pas... Voilà, c'était ça. Vous savez, le problème du Mali, c'est le sérieux dans les projets. Quand quelqu'un amène un projet qui est viable, il est dérangé par toutes sortes d'interventions. Des gens demandent qu'il soit associé à son projet, qu'ils aient des parts dans sa société. Et ça fait 5 ans quand même que ça traîne. Mais ce n'est pas le seul. Le projet pour Euphésia ou quelque chose comme ça, c'était des graines qui devaient être utilisées pour extraire du carburant. Ce projet avait été mis en place, on ne sait même pas ce que c'est devenu. C'est ça notre lot quotidien. Il y a des projets qui sont très bons, on les met en place, mais il y a tellement de pièges que finalement la personne finit par se décourager. Même l'énergie, c'était ça. Il y avait des gens qui avaient le projet d'amener de l'énergie, mais on les a tellement bousculés. Ce que je voudrais rappeler, c'est que quand j'étais à Sikasso, il y avait un projet pour installer un dépôt à Sikasso, sur la route de Loulouni. Moi, j'ai fait des visites là-bas. L'intéressé il a commencé à faire des investissements. Okay. Mais on l'a tellement bousculé, tellement, je m'excuse du terme, emmerdé, jusqu'ici, il est tombé. Finalement, on l'a lessivé, lui a créé des problèmes partout, dans les banques et autres, que finalement, même ce qu'il avait, il les a perdus. Aujourd'hui, son dépôt aurait été fonctionnel, Sikasso aurait eu moins de problèmes. Et il y aurait eu moins de pression sur Bamako. Mais il n'y a pas 6 mois, on s'est vu, on a échangé, mais il a eu tellement de problèmes. Tout ça parce que quand on a ouvert le problème de dépôt à des privés, on a voulu en faire un monopole. C'est ce que je crois. Je ne suis pas tout à fait au fond du problème, mais j'ai été témoin de la souffrance de ce monsieur parce qu'il voulait créer un dépôt. Et ça, c'était à Sikasso. J'ai été dans ce dépôt-là, les installations, on a commencé à les visiter et tout, mais ça n'est pas allé bien loin. On lui a créé toutes sortes de problèmes. Ça, c'était... j'ai trahi peut-être un secret de service, mais c'était une mauvaise expérience. Ok, voilà. Merci beaucoup. Docteur, oui. Dans ce genre de situation, il y a des erreurs qu'il faut éviter. Et le professeur Sekou Samen Touré, il vient de rappeler ça d'ailleurs, qu'il faudrait faire attention de ne pas se livrer au jeu de communication des terreaux et leurs sponsors étatiques. C'est-à-dire quoi? On va couper le carburant, donc nous aussi on va amener ça peut-être par tous les moyens, comme ça, se livrer à une sorte de jeu de ping-pong. Il y a beaucoup d'autres erreurs peut-être qu'il faudrait éviter. Parce que l'État est très fort. On ne va pas rabaisser l'État à la dimension de ces bandits de grands chemins. Et quelles sont d'autres erreurs que les populations ou les autorités peut-être doivent éviter? Évidemment, la communication, l'aspect communicationnel dans cette histoire-là est très très important. Et comme on a eu à le dire, Cheikh Anta Diop disait quelque part dans une de ses pensées, dans ses récits, que l'ennemi peut te battre mentalement, psychologiquement, avant de t'achever physiquement, quoi.
Quelqu'un qui communique, toi tu dois livrer combat. Par exemple, je dois livrer combat avec le professeur Touré. On vient me dire, fais attention, hein, sa main gauche là, si il t'obtient un coup de la main gauche, c'est fini pour toi. Donc là déjà, mon esprit est cerné par ça. Je vais penser qu'à la main gauche de Touré, même si Touré ne frappe pas bien avec la main gauche, là il frappe avec la main droite, je vais essayer de contrecarrer la main gauche et lors du combat il me donne un coup fatal, pas de la gauche mais de la droite et je suis évanoui KO. Il faudrait faire extrêmement attention. Il ne faudrait pas aussi répondre à ces gens-là. Souvent, le silence aussi est une réponse, quoi. Évoluons, adaptons nos stratégies, mais dans le secret absolu. Et ils ne voudront jamais pouvoir tirer quelque chose de ça. Parce que quand, je donne un exemple, quand deux équipes jouent aussi sur un terrain de football, quand l'arbitre siffle seulement, aux 5 premières minutes, les deux entraîneurs savent quelle est la technique adoptée par l'autre. Alors, quels sont les avantages, quelles sont les insuffisances, lui, il va mettre ça en branle. Quand il parle comme ça, on va brûler des cars, on va faire ceci, on va faire cela. Évitons, disons à tous ceux qui communiquent, même ceux qui sont du côté du gouvernement, de ne pas les répondre. Parce qu'un message de communication a de la valeur quand tu atteins une certaine population et quand le message a un feedback. Maintenant, il y a un feedback parce que tous les gens, ceux qui font les messages là, ils entendent eux aussi. Ils utilisent les mêmes réseaux sociaux que nous. Ils disent que ce que j'ai dit, ça a de l'importance, donc ça porte fruit. Il faut faire extrêmement attention que les autorités prennent des dispositions à cela et de laisser seulement la communication aux autorités et d'être derrière eux. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Et de dire à la population aussi de se calmer, d'avoir cette bonne attitude qu'ils ont adoptée dès le début, que les temps sont un peu difficiles, mais tout n'est pas sombre, quoi. Ça, c'est un moment de difficulté, parce que quel que soit un pays, quel que soit même une personne, même une famille, tout n'est pas rose, hein. Il y a des moments de difficulté. Donc, il faut les gérer et les surpasser et regarder devant soi. Voilà, c'est ça, en fait, ce que je voulais dire. Oui, mais professeur Touré, est-ce que ça ne pose pas la question de la maîtrise, surtout des canaux de communication aussi? Parce que nous voyons, là c'est bien dit, les GATT, les groupes armés terroristes, utilisent les mêmes réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est Facebook, voilà, après on a ça sur TikTok et autres. Ça ne pose pas de problème? Est-ce qu'on n'aura pas... On ne doit pas avoir la possibilité de pouvoir dire à Facebook, attention, ça c'est la communication des terroristes, ça doit tout de suite descendre. Si vous voulez de continuer peut-être à fonctionner au Mali ou autre, est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre l'État et puis tous ces réseaux qui sont installés, qui continuent parce que les terroristes ne communiquent uniquement, je dis bien exclusivement, que par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager quelque chose aussi? Ok, à ce niveau, effectivement, l'État doit avoir un contrôle. Ceux qui abritent ces sites-là, oui, l'État doit pouvoir travailler avec eux pour que n'importe quel message ne passe pas. Oui. Parce que ce n'est pas tous les messages qui sont adressés. D'ailleurs, les messages, la plupart du temps, ces réseaux qu'ils utilisent, c'est des messages qui sont adressés aux communautés, aux populations. C'est pour eux créer la panique chez eux. Parce que c'est seulement à leur niveau aujourd'hui qu'ils peuvent avoir l'arme fatale de vaincre l'État. Donc c'est pourquoi il passe. Donc l'État doit pouvoir contrôler ce niveau. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que les communicateurs même qui aident, ou en tout cas de façon libérale, qui appuient l'État, doivent faire très attention. Parce qu'il y a information et il y a communication. Parce que quand on mélange ces deux-là, on risquera de travailler plutôt pour ces groupes armés terroristes que de servir leur communauté. Parce que l'État informe la population. Mais à ceci peut-être de communiquer, c'est-à-dire de rentrer dans les explications de ce que l'État dit et de rester dans le strict détail de ce que l'État dit. Parce que l'État apporte toujours des informations pour apaiser la population. Maintenant, quand on rentre à certains niveaux,
et surtout quand on ne maîtrise pas le sujet, on risquera plutôt de créer une panique auprès de cette population. Donc l'État doit pouvoir vraiment contrôler. Et nous sommes dans une crise. Et en période de crise, l'État doit pouvoir contrôler les canaux de communication, les canaux d'information, les canaux, en tout cas, tous les niveaux où l'information peut être portée au niveau des populations ciblées. Donc l'État doit pouvoir intervenir à ce niveau et dire, attention, ce type de messages, il faut les arrêter. Ce type de propos, il faut les arrêter. Parce que il y a des mots, une fois utilisés, tout de suite, le site doit savoir que c'est un type de message qui risque de faire peur à la population. Oui. Si ceci, en tout cas, parce que la plupart de ces gens-là, ceux qui gèrent ces canaux-là, ils sont de l'autre côté. Oui. Ils sont de l'autre côté et eux, peut-être que si vraiment ce n'est pas pour faire l'affaire de ces gens-là, doivent pouvoir composer avec l'État malien et préserver les communautés. On peut ne pas aimer un État, mais quand même les communautés, les populations, ils doivent être préservés. Aujourd'hui, dans cette crise ou dans toutes ces menaces que ces groupes armés prennent à travers ces réseaux, c'est les femmes, les enfants, les personnes vulnérables qui sont plus exposées. Parce que c'est eux qui créent la panique chez les autres. Quand on va voir les femmes, les enfants dans des situations difficiles, c'est là où les autres vont avoir la peur. Donc, il faudra qu'on arrive vraiment à contrôler les messages qui passent. Quel message doit passer, quel message ne doit pas passer. Je crois qu'il doit vraiment contrôler à ce niveau. Doyen, votre sagesse est interpellée. Bon, la communication, de toute façon, c'est notre stratégie de communication. La communication, c'est déjà un pas essentiel des affrontements. Okay. La guerre ne se joue pas sur le terrain avec des fusils seulement. En premier lieu, ça se joue au niveau de la communication. Une bonne communication permet de réduire les problèmes. C'est pourquoi moi je pense que si vous avez, avec cette histoire de carburant, de raréfaction de produits pétroliers, on est en train de voir poindre l'éternel thème de la négociation avec les terroristes. On travaille au corps, le corpus populaire. Mm-hmm. C'est le moment où on sort ce thème-là encore pour dire qu'il faut négocier. Mais comme l'a dit un de vos confrères, et comme je l'ai pensé toujours, l'une de nos premières émissions ici, okay. C'était un ancien Premier ministre qui disait de négocier. Oui. Vous vous souvenez ? Oui, très bien. On avait dit, le Premier ministre, il ne faut pas l'insulter, mais on lui demande, il y a un certain nombre de questions à lui poser. Malheureusement, même hier soir, je crois sur un plateau, quelqu'un était en train de sortir cette antienne de négociation avec les terroristes. Maintenant, la question essentielle que moi, je ne sais pas, nos propres communicants qui les affrontent ne leur demandent jamais, mais négocier, qu'est-ce que tu vas céder ? La simple question, qu'est-ce que tu veux céder ? Nous avons négocié depuis des années. Il y a eu des accords à n'en pas finir. Et chaque fois, on revient au même point de départ, alors qu'on concède des choses. Maintenant, est-ce que tu es certain que c'est eux qui sont nos interlocuteurs, ou est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes au-delà d'eux qui en réalité sont les véritables commanditaires ? Il y a un ensemble de questions comme ça. Il faut poser à celui qui dit il faut négocier. Mais ce que je fais remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de ressortir ce vieil argument pour dire, parce que c'est quelque chose pour accompagner la crise. Pour renforcer ce que le doyen a dit. Et chaque fois que ces gens-là commencent à porter des coups à l'armée malienne ou frapper l'État dans son cœur ou dans quelque chose, pensant être en situation de force, ils apportent toujours cette argumentation de négocier. Effectivement, négocier quoi ? Avec qui ? Pour céder quoi ? On ne doit pas négocier avec ces gens-là. Mais ils ont, comme Issa, toi-même, tu le dis très souvent, ces gens-là ont un logiciel à eux. Ils ne changent pas. Ouais. Il faut être un peu... Ils adaptent ça simplement. Justement. Il faut être un peu intellectuellement constipé pour ne pas comprendre quoi. Ils font sortir la même chose. Ils te font sortir un chien. Ce chien, ils ne t'appellent pas. Ils le font rentrer.
ils sortiront un autre chien, en tout cas beaucoup plus gros que l'autre là, et c'est en fait le même chien. Négocier quoi? C'est pas eux qui tirent la ficelle, on le sait déjà. Si on ne connaît pas l'ennemi, alors on ne saura pas comment s'en prendre à lui. L'ennemi est très bien connu. C'est à nous de gérer l'ennemi et d'apporter comment ça s'appelle, des réponses adéquates à tout ce qu'il pose comme acte. Et c'est ça. On aura le salut que par ça. Ok. Et donc, ce que je disais, pour conclure, ok, allez-y. C'est que, on l'avait déjà dit, il faut insister dessus, il faut être très ferme dessus. On avait enseigné, arrêter deux personnes à Caille déjà pour ça. Oui. La publication ou le partage. Par exemple, les citernes qu'on brûle, la publication ou le partage doit être sévèrement sanctionné. Sévèrement sanctionné. Si on doit mettre le monsieur, l'emprisonner ad vitam aeternam, il faut le faire. Ensuite, il faut éviter les citernes qui sont de passage, il faut éviter de les photographier et de donner leur emplacement. Tout ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. Douanier, ensuite, pardon, s'il vous plaît. Laisse-le de non, s'il vous plaît, okay. Issa. Je veux dire quelque chose d'extrêmement important. Avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, je passais devant une station où il y avait un attroupement monstrueux, quoi. Le fil allait jusqu'à 1 km. C'est à Kalabankoura, près de la mairie. Il y a une voiture RAV4 qui était arrêtée. Le monsieur était en vidéoconférence avec une personne de peau blanche. Et il filmait en même temps. Moi, j'étais allé acheter une ardoise pour mon garçon. Il a dit, mon frère, qu'est-ce que toi tu fais comme ça? Je vais appeler la police. Il a pris la fuite. Donc, imaginez, cette pénurie de carburant, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Tu prends toutes les chaînes françaises maintenant, les chaînes des médias mensonges. Ils ont fait même des plateaux. Ah, pénurie de carburant à Bamako, rien ne va plus. Tous les jours. Quand je suis en train de regarder la télé, je tombe sur ça, je les écoute même pas, je zappe quoi. Je regarde autre chose. C'est comme si, voilà, les problèmes du Mali, c'est leur problème. Ils sont contents que lorsqu'il y a du mal au Mali. Voyez-vous? Ok, merci. Le troisième point, c'est les interviews. Quelqu'un qui sort, il sort du diable Vauvert, il se met en scène, il parle, et puis tout le monde lui répond. Des personnes insignifiantes. Je crois qu'il faut éviter le partage, il faut éviter même de les écouter, il faut éviter de répliquer. Et si on doit répliquer, il y a une façon de répliquer. Une personne aussi encore plus insignifiante que lui qui lui répond. C'est ce stratagème-là. Donc, c'est pour répondre à tes questions, qu'est-ce qu'il faut faire en général en matière de communication. Merci beaucoup. Professeur Touré, nous allons encore sur un de vos terrains connus, parce que de plus en plus, sur les réseaux, nous attendons. Déjà, moi, j'en ai proposé, mais j'ai vu que la proposition aussi a été reprise à plusieurs niveaux. Il s'agit de la mobilisation des volontaires pour accompagner l'effort de défense et de sécurité. Parce qu'on constate que sur le terrain, il faut des volontaires pour aider nos services de renseignement dans ce sens. Il faut des volontaires pour aider nos troupes combattantes aussi dans ce sens. Vous qui, peut-être, vous êtes déjà sur un terrain connu du volontariat, votre analyse là-dessus? Ok, à ce niveau, je crois que le pays est en train de prendre trop de retard, quoi. Parce que quelque part, on s'est dit, est-ce qu'il faut accepter qu'on est en crise? Est-ce qu'il faut refuser qu'on soit en crise? Il faut comprendre aujourd'hui que ça ne va pas. C'est une réalité. C'est une réalité que ça ne va pas. Et lorsque ça ne va pas, il faut poser le problème et faire le diagnostic du problème. En faisant le diagnostic du problème, on pose les différentes hypothèses. Et c'est à la suite de ces hypothèses-là qu'on tente de trouver des solutions au problème. Aujourd'hui, la question sécuritaire fait que l'État ou nos forces de défense et de sécurité ont affaire à un type d'insécurité qui n'est pas une guerre classique. Ce n'est pas une guerre classique. Et par ailleurs, la formation classique répond peu
cette question-là. Et on était en train de discuter, je discutais avec le docteur quand il dit que s'il prend des pirogues, il faut prendre des pirogues. Et moi, je crois que la question du volontariat, qui d'ailleurs, je crois, parmi un de leurs communicateurs a même pris ça, parce qu'il sait que c'est là où ça peut faire mal. C'est là où ça peut faire mal. Parce qu'il faudra que l'État, avec tous ces moyens qu'il a, que l'État se mette dans même le dispositif de recrutement comme eux-mêmes. C'est-à-dire recruter à côté de lui quelqu'un qui est chargé de retourner l'arme contre lui. L'utiliser à ce niveau. Donc, organiser les communautés, organiser en tout cas la population, de sorte que chacun comprenne que son engagement pour la défense de son terroir, de la patrie malienne, s'impose et aller vers cette question de volontariat. Bien sûr, différent un peu en tout cas du volontariat classique qu'on a, mais le volontariat dans l'engagement. Parce que nous, en son temps, on avait discuté cette question-là avec un ministre de la Défense, où on lui a dit que le recrutement classique de l'armée aujourd'hui fait que l'armée prend du retard et l'armée s'affaiblit progressivement face à l'ennemi qui s'accroît. Eux là, quand ils vont recruter, là, ils ne vont pas demander quel type de maladie tu as, qu'est-ce que tu as, ils jugent juste ton niveau d'engagement. Mais aujourd'hui, l'État doit pouvoir rentrer dans le principe, parce que les docteurs savent, c'est le microbe qui cause la maladie qui est utilisé pour traiter cette même maladie. Donc la formule utilisée par ces gens-là doit être utilisée par l'État pour retourner l'arme contre eux. Et je crois que quand même nos militaires ont commencé à utiliser les motos, tu vois, tout de suite ils ont compris qu'ils ne peuvent plus venir s'attaquer aux casernes et fuir parce que désormais ils ont des motos pour les pourchasser, même dans les endroits les plus difficiles. Parce qu'en son temps, ils utilisent les motos, ils viennent s'attaquer au camp. Quand ils rentrent à un certain niveau, accidenté, l'État ne peut plus continuer. Ça veut dire que les chars, les BRDM ne peuvent plus continuer. Donc il faut utiliser le moyen qui s'adapte. Quand on voit les Tchadiens, quand les Tchadiens étaient venus, quand ils sont partis dans les grottes, dans l'Adra des Ifosa, ces gens avaient la même façon, la même attitude que ceci. Donc finalement, l'armée qui était venue, l'armée étrangère qui était venue pour vouloir aider, n'a pas pu avoir accès parce que les moyens modernes qu'ils avaient ne pouvaient pas avoir accès à ces zones. Il fallait cette armée des Tchadiens pour avoir accès à ces zones et aller les déloger jusque dans le petit trou qu'ils ont créé. Donc il faut organiser les choses à ce niveau et engager ces gens. Les gens qui ont envie de se battre, il faut vraiment les mettre dans le dispositif. Mais tout en organisant à côté l'armée classique qui doit s'organiser et qui doit veiller à ce que ces éléments-là qui sont utilisés pour aider l'État sont sous le contrôle de l'armée régulière. Moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que j'ai toujours vu la chose. C'est pourquoi j'ai dit que la notion de volontariat, il faut la mettre dans la question sécuritaire et volontaire en tant que patriote, en tant qu'élément disponible à défendre sa patrie. Parce que même dans le Coran, quelque part, si on prend, quand un de nos marabouts, paix à son âme, nous a dit, quelqu'un qui meurt pour son bien, c'est un shahid. Si eux, ils se disent djihadistes, créons des shahids. Parce que de part et d'autre, si toi tu penses que si tu meurs, tu vas au paradis, l'autre aussi pensera la même chose et donc vous allez vous affronter. Exactement. Voilà. Et là, la question de volontariat va avoir pour ces gens-là qui vont s'engager vraiment une nécessité d'être. Parce qu'aujourd'hui, chacun doit mourir pour son bien. Ça s'impose. Et personne ne doit fuir son bien parce qu'il risque d'être tué. Donc, il faut qu'on parte vers ça. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette jeunesse-là, de cette population-là, à tous les niveaux. Et quand vous allez voir, je vais vous dire que les hommes les plus tenaces de ces groupes-là sur le terrain, c'est les gens qu'on pense être vieux. Parce que eux, ils jouent sur le temps de résistance en matière de faim et de capacité de conservation d'énergie pour être sur le terrain. Donc voilà qu'il faut vraiment comprendre cet aspect. Et nos gens, nos camarades tchadiens, quand ils étaient venus, ils peuvent te faire toute la journée avec 3 dates, un peu d'eau, et tenir le combat.
Et aujourd'hui, on doit pouvoir être dans ce dispositif, sans ignorer qu'aujourd'hui l'armée, en tout cas, est bien formée, bien organisée. Mais face à une guerre d'État, je sais qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ne feront pas 3 jours face au Mali. Oui. Mais face au terrorisme, est-ce que c'est cette formule-là qui est efficace ou il faut adopter une formule comparable à ce qu'eux, ils font sur le terrain? Les donner des randias et quelques boubous, faites en populaire, et puis vous les mettez dans la brousse. Vous allez voir tout de suite, ils vont abandonner le bord de goudron pour se chercher. Oui. Doyen, nous avons déjà de l'expérience quand il s'agit du volontariat. Nous sommes un grand peuple, comme les regrettés Seydou Badian l'avait dit. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous ne sommes pas un peuple fabriqué par la colonisation. Nous avions déjà une armée traditionnelle, les Donso, qui par moments s'occupaient peut-être de la chasse des animaux sauvages, mais par un autre moment, s'occupaient aussi de la défense des communautés. Nous avons ça, et puis il y a d'autres volontaires qui ont fait leurs preuves. Nous nous souvenons du mouvement Gandakoy, qui a fait toutes ces preuves, qui était un mouvement quand même de résistance qu'il faut saluer. À présent, il y a encore des mouvements du volontariat. Je pense qu'il y a Gatia, qui est toujours opérationnel, qui se trouve au niveau de Menaka à Kidal. Et d'ailleurs, qui a pour patron l'actuel gouverneur de la région de Kidal, le général Elhaji Gamou, que nous saluons au passage. Et nous avons aussi des Danambasagou, qui a quand même résisté à ces terreaux au niveau du centre du Mali avec les moyens de bord. Aujourd'hui, il ne faudrait pas capitaliser sur ce qui a marché et peut-être corriger les difficultés qu'on a dû constater dans le cadre de la mise en œuvre. Je voudrais déjà signaler un dernier moyen de communication qu'on avait omis. Ok. Il y a un philosophe français qui disait que la guerre naît dans l'esprit des hommes. Et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les barrières de la paix. J'ai très apprécié dernièrement le communiqué du Haut Conseil islamique qui demandait à tous les imams, lors de leur koutoub, de parler de ce sujet et de déconstruire leurs arguments. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois qu'il faut accentuer la communication sur cet aspect. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont terroristes, comme ça, ils n'y croient même pas, ils ne prient pas, ils ne savent pas beaucoup, mais le peu de gens qu'il y a là-dedans, et certains qui sont tentés par ces choses-là, on peut les empêcher en faisant une communication ordonnée en direction de ces zones sensibles pour déconstruire déjà leur narratif. Ça, c'est un premier, pour compléter ce qu'on avait dit en matière de communication. Lorsque tu étais parti en Turquie, au Venezuela, oui. J'ai fait une émission avec une dame qui était là. Oui. On a parlé des VDP. Et au risque de me répéter, c'est sur un des plateaux qui était très suivi, parce que c'était très varié, les débats étaient là-bas, qu'un journaliste étranger, qu'on a nationalisé, je crois, qui nous avait découragés en disant on ne sous-traite pas la sécurité d'un pays. C'est faux. C'était faux. Mais malheureusement, les journalistes, tout le monde a entonné dans la même antienne, sans chercher à comprendre. C'est ça notre propre... On ne réfléchit pas à ce qu'on nous dit. Quand on nous dit quelque chose, on s'embarque là-dedans. C'est faux. Les partisans en France qui ont fait la défense de la France pendant la guerre de 1945, c'était quoi? C'était des médecins, c'était des infirmiers, c'était des maçons, c'était des boulangers qui ont pris les armes. Et aujourd'hui, on vient nous dire que le citoyen qui, par excellence et par obligation constitutionnelle, doit prendre les armes pour défendre son pays, tu viens nous dire que non, c'est sous-traiter la sécurité du pays. C'est faux. C'était faux. On l'a suivi sur ce terrain. Mais aujourd'hui, le Burkina nous prouve que les VDP, ça marche. Ce jour-là, j'avais proposé qu'on puisse organiser les dossos qui savent déjà tirer, les entraîner un tout petit peu et les encadrer par des contingents. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas les laisser seuls à eux-mêmes. Il fallait un détachement militaire de 10 personnes, 15 personnes qui va travailler avec eux. On donne des armes, les numéros des armes sont relevés, l'identité de la personne qui a reçu l'arme est relevée, ils sont encadrés pour ne pas faire n'importe quoi. Et ça peut s'organiser. Et le contingent qui sera avec eux, le petit groupe de militaires qui sera avec eux, sera toujours avec eux, même dans les maisons.
Ils vont vivre avec eux pour les encadrer, pour les empêcher aussi de s'écarter de la discipline. Ça, c'était possible. Mais ce que moi, je suis en train de me dire, parce que ce sont des militaires, ils savent les avantages et les inconvénients de mêler les civils à une telle action. Aujourd'hui, ce que j'ai reçu comme information, je ne suis pas sûr qu'ils ne sont pas en train de pousser à la roue en douce. Parce que le Mali est tellement indexé qu'aujourd'hui, recourir aux civils, aux dozo, dont les noms déjà sont entachés de beaucoup d'accusations, ouvertement, ça peut être un problème. Mais un gouvernement, souvent, n'agit pas ouvertement, peut agir de façon clandestine. Ça, c'est possible. Et je ne crois pas que ce ne soit pas déjà quelque chose qui soit en haut. Pourvu qu'il reste dans une ligne de conduite et qu'on ne puisse pas reprocher au gouvernement. Vous savez, toutes les institutions internationales sont vent debout contre nous. Et donc, je ne pense pas, parce qu'on en a tellement parlé. Mais doyen, je ne veux pas vous couper, mais les institutions internationales ne condamnent pas l'attaque des camions citernes qui constitue, vous êtes un juriste quand même, un crime contre l'humanité. Mais les institutions internationales œuvrent pour ceux qui veulent nous mettre à terre. Alors, est-ce qu'il faudrait-il faire plaisir à ces institutions? Mais ces gens-là ne cherchent pas ça. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des brides de choses contre nous. Maintenant, qu'est-ce que nous on cherche? Non, nous, on cherche à se libérer. Alors? Et donc, peut-être que, je ne sais pas, je ne suis pas à la place des militaires. Ah, vous êtes un militaire quand même? Oui, mais non, je ne suis pas militaire. À la retraite. Mais ils ont une façon de penser. Peut-être qu'ils se couvrent. Ils n'agissent pas ouvertement. C'est possible. On peut agir sans agir ouvertement. Et tant qu'on ne le sait pas, il faut se méfier. À force de le dire, moi je l'ai dit 2 semaines avant que toi tu remettes le couvercle ici. Et donc il y a d'autres qui le disent. S'ils ne bougent pas jusqu'ici, ça veut dire qu'ils sont déjà en plein milieu du gué, et alors qu'ils sont en train d'agir, mais sans le dire. C'est un secret que vous révélez? C'est une possibilité. C'est une hypothèse. Je crois qu'il ne faut pas l'écarter. Ok. Merci beaucoup, doyen. Docteur, tu ajoutes quelque chose sur les volontaires? Oui, je voulais même en parler. On échangeait avant le débat avec mon ami Touré. Ah, donc vous aviez déjà animé une émission? Exactement. C'était en route. Et vous savez, doyen, je m'adresse au doyen d'abord et puis je vais en venir. Ton oncle? Mon oncle, ouais, que j'aime beaucoup. Attention, il y a les sanctions. Oui, bon, je sais, je ne veux pas outrepasser. Ok. Mais mon oncle, quelqu'un qui est tombé dans un puits, il doit essayer de sortir d'abord, ou bien il doit se poser la question, comment est-ce que je suis tombé? C'est une sagesse que vous comprenez bien, que je comprends, que tout le monde comprend. Tous les moyens sont bons pour sortir du puits. Tout à fait. Donc on n'a pas besoin d'être vu ou indexé par ces soi-disant institutions nationales, Human Rights Watch. Ils disent toujours RFI, sur ceci, vous voyez, les trucs sont accablants pour le Mali. Il y avait un rapport, celui qui a rédigé le rapport n'est même pas venu à Bamako, excusez-moi, n'est même pas venu à Bamako. Donc c'est des choses, on doit jeter ça derrière nous. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est de sortir de cette situation. Or, un pays en guerre, chaque citoyen, je disais qu'on ne doit pas en faire ces problèmes-là une affaire d'État. L'État, dans sa plus grande composante, dans sa définition, c'est un pouvoir exécutif, ok? C'est une population, ok? Et c'est une, comment ça s'appelle, une superficie, un territoire, et la relation avec d'autres États qui fait la dernière phase de sa définition. Donc l'État, c'est moi, c'est mon oncle, c'est toi, Isa, c'est le professeur Touré. Et s'il y a un problème dans un État, chaque membre, surtout qui touche l'existence même de l'État, imaginez, je ne souhaite pas que ce combat-là, on le perd. Qu'est-ce qu'on va devenir? On a décidé de prendre un chemin, on l'assume et on le fait. Ce n'est pas seulement l'armée. Moi, j'ai dépassé ce cadre-là, où dans un recrutement, les bons qui sont souvent les bons qui sont là, je ne critique personne, mais pour une simple carie dentaire, on t'élimine,
ou bien pour une simple, tu n'as pas de, voilà, qui est, comment on dit ça, quand quelqu'un t'envoie ta recommandation, c'est lui qui t'a recommandé. Or, il y a des gens très valables. Une formation, un seul individu pris dans l'armée, le former pendant 1 an, ça coûte énormément. Or, cet aspect classique-là, on doit sortir de ça. Quand on prend chaque préfecture, chaque région, ce n'est pas les Bamakois qui vont aller sécuriser les Gawa. Ceux qui sont à Gao, les jeunes de Gao, savent tous les recoins, même les forêts de Gao, ils savent. On les recrute tout de suite là. On recrute 2000, 3000 jeunes à Gao, on les arme, on ajoute, comment ça s'appelle, comme on le disait, on se répète, on ajoute un certain nombre de militaires qui vont les encadrer sur le terrain et ils vont apprendre certaines choses même là-dedans. Au bout de 6 mois, ce problème-là est résolu à jamais. Parce que quand l'État ne recrute pas, ces gens-là recrutent. Nous avons 1 243 000 km². L'armée malienne était une armée qui était vraiment à genoux. Oui, il n'y avait pas d'effectif. Il n'y avait pas. L'armée était à genoux il y a quelques années de cela. Comment voulez-vous croire au miracle que cette armée-là va venir vaincre seulement en quelques mois les terroristes là? Non. Il faut savoir que les choses sont changées, le sens du vent a changé. Avant c'est les rebelles, je disais, qui attaquaient le camp, ils n'attaquent plus. Nos gars ont pris les motos contre eux. Et on sait que maintenant, leur capacité de nuisance est en train de s'effriter. Et même eux, ils ont compris. Ils ont dit dans leur communication que les douzeaux doivent s'écarter de ça. Les douzeaux, on peut les prendre comme douzeaux. Et on peut les utiliser. Même pour, comment ça s'appelle, les donner quelque chose à la fin de chaque mois. On peut utiliser la population. On va exiger peut-être à chaque commerçant de rue d'ajouter 100 francs ou 200 francs. On peut collecter dans les mosquées, on peut faire un peu partout, on peut chercher de l'argent pour eux. En attendant de gérer cette situation. Et si cette situation se termine, ils ont quand même une certaine base. Et c'est là qu'ils veulent vouloir rester dans l'armée, qu'ils restent, mais ils vont défendre leur territoire. Et c'est là qu'ils veulent partir ailleurs, qu'ils peuvent partir. C'est ça en fait, on n'a pas le choix. Hein. Ces gars-là ne nous donnent pas de choix. Quand on voit un djihadiste, il se cache où? C'est dans la forêt. S'il n'a plus de forêt là où c'est caché, il viendra où? Je crois qu'il ne t'a pas échappé. Je lui avais dit que deux semaines avant, moi j'avais défendu cette affaire-là ici. Ok. Et j'ai expliqué que le journaliste étranger qui était chez nous les a dissuadés. Et qu'aujourd'hui, les VDP donnent la preuve qu'on peut défendre. Oui. Maintenant, on le dit, on le répète, et pourtant, ils ne le font pas. Oui. Il faut se poser la question. C'est le plus simple des choses, mais pourquoi nos autorités militaires... Pourquoi nos autorités militaires ne veulent pas aller dans ce sens? Ça aussi, il faut chercher à comprendre. Moi, je mets ça avec une observation aujourd'hui. Il y a un calme relatif au centre, où ils attaquaient des villages, ils tuaient des gens. Aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette lancée. Ce n'est pas seulement qu'ils ont changé le fusil d'épaule, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui les en a empêchés? Il y a des organisations d'OZO là-bas qui ont certainement... les attaques ont diminué drastiquement. Comment? Pourquoi? Ce n'est pas pour le beau yeux des gens qu'ils ont laissé ce coin-là. C'est qu'il doit y avoir quelque chose. Moi, j'ai dit simplement qu'il faut, quand on le dit et qu'on le répète, que les autorités évitent d'aller dans ce sens-là, il faut se poser la question pourquoi ils évitent d'aller dans ce sens. Pour ce qui concerne les organisations internationales, il faut éviter certains fronts quand on le peut. Aujourd'hui, toutes ces organisations internationales sont braquées contre nous. On a parlé de la CPI ici, qui peut te poursuivre, même quand tu fais même en sortant de la CPI, ils trouveront le moyen de te poursuivre. Et ça, c'est une force. Il ne faut pas ignorer la force de l'adversaire. Et peut-être, si on peut trouver un moyen intermédiaire d'agir sans s'exposer, il faut y aller. Sinon, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Moi, je l'ai défendu ici. Oui, je peux continuer. Je dis que moi, je regarde d'un autre côté. À force de dire une chose et ça ne marche pas, il faut voir pourquoi ça ne marche pas. Je peux vous donner un exemple. Hein. Oui. Ça, c'est un truc que j'ai vécu. Et d'ailleurs, c'est avec moi-même que les échanges ont eu lieu. Quand l'aménagement était là,
il y avait eu ce blocus de carburant-là sur Gao. Et quand ils étaient venus, parce que nous, on était dans la logique de s'organiser pour défendre nous-mêmes nos propres situations. Quand les droits de l'homme sont venus chez moi, on a échangé. Mais j'ai dit à celui-là qui est venu, j'ai dit, toi, si tu étais du Mali et que ta femme soit dans les dispositions à chercher un centre de santé pour accoucher d'un enfant de toi et qu'à cause du carburant, que ces gens-là ont empêché, comment est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas attendre la justice? Est-ce que tu vas parler de justice? Tu vas agir d'abord pour sauver. C'est après pour revenir un peu à quand vous dites le trou. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on ne peut pas charmer celui qui tente à te mettre à genoux. Non. Je suis d'accord quand vous parlez de ces pays. Et il faut qu'il y ait le sacrifice. Il faut qu'il y ait ce sacrifice-là. Et aujourd'hui, ce qui prime aujourd'hui, c'est sortir les meilleures dispositions pour sécuriser notre pays, pour permettre à nos communautés d'aller et revenir. Parce que les gens, les sponsors qui sont derrière ces gens-là, ils les utilisent et ils les enlèvent tout esprit d'appartenance à ce territoire. Oui. Et on les fait même oublier que c'est contre leurs propres parents qu'ils sont en train d'agir. Exactement. Donc il faudra que nous prenions nous aussi les mêmes dispositions pour répondre à cet élément, Oui. pour qu'eux ils fassent attention. Aujourd'hui, quelqu'un qui est ailleurs, qui est hors du Mali, qu'on brûle tout le Mali, ça ne lui dit rien. Qu'on brûle tout le Mali, pourvu que lui il trouve satisfaction. Maintenant, c'est à nous d'utiliser aussi tous les moyens pour empêcher que le Mali soit brûlé. Et maintenant, quand on va finir de sauver nos communautés, on va finir de faire venir le carburant, nos récoltes sont préservées, nos cultures sont préservées. Maintenant, on va voir entre nous. Voilà, à quel niveau on va respecter le droit humain, le droit à la vie de l'autre. On nous parle. Je voudrais dire que Gandakoy a existé. Oui. Mais les autorités, l'État à l'époque, s'est toujours méfié ou bien a pris ses distances avec Gandakoy. Mais pourtant, personne ne peut dire qu'il ne soutenait pas Gandakoy en sous-main. Moi, j'ai dit, c'est possible de le faire. Ils ont peut-être leur manière de le faire. Il ne faut pas oublier ça. Couper le cordon ombilical pour ne pas être en première ligne et vu. Ça, je comprends et je suis d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, je fais très attention. Je peux terminer là. Cet élément, Oui. je fais très attention à dire certaines choses parce que dans la stratégie de sécurisation et d'organisation sécuritaire, il y a des éléments qu'on ne donne pas. C'est vrai. Mais ce que nous allons dire et ce qu'on peut dire à haute voix et partout où c'est possible, c'est qu'on ne tiendra pas compte de l'avis des autres concernant la sécurité de nos populations et de nos biens. Oui, ça, il faut que ça soit clair pour ceux qui sont à l'extérieur et qui comprennent que ce qu'ils peuvent penser de nous, nous n'agissons pas pour ça. Mais à l'interne, on va organiser. Gandakoy, je sais bien, je sais beaucoup d'opérations, comment est-ce que les choses se passent. Et même récemment, quand les choses ont repris, lorsqu'il y a eu des opérations similaires aux activités de Gandakoy, tout de suite, ça a mis frein à certaines choses. Peut-être qu'hors antenne, on pourra parler de certaines choses. Et aujourd'hui, peut-être que le professeur Diawara, s'il veut bien, je peux me constituer en formateur d'esprit pédagogique entre des éléments qu'on pourra recruter volontairement pour agir dans ce sens. Hein. Oui. Ça, je vous dis. Et ça ne marche parce pas. que ça va marcher. Et je crois qu'il faut aller vers ça. Parce que, quelque part, c'est les militaires classiques de l'État, ils sont là pour tout le monde. Maintenant, quelqu'un que vous venez vous trouver dans un dispositif où il n'est pas dans le dispositif du terroriste, ce militaire doit participer à sa sécurité. Mais peut-être que c'est un informateur. Mais c'est lui qui est à côté de lui qui sait ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Tout de suite, lui, il saura comment est-ce qu'il doit agir. Donc, il s'agit de cet élément, mais pas de comment est-ce que l'État va rentrer, l'État doit faire. Non, ça, on laisse à l'État la latitude de gérer. Mais ce que nous, on veut dire, c'est dire aux sponsors ailleurs que comprenez qu'on ne tiendra pas compte de votre histoire de droits de l'homme, on ne tiendra pas compte de votre point de vue. Parce que moi, je sais, aujourd'hui, ceux qui font les rapports à Gao, nous, on connaît les gens souvent, comment est-ce qu'ils appellent. Il paraît-il que dans tel ou bien, allez, va voir, je t'envoie quelques euros, tu vas vérifier, tu regardes le nombre, tu m'envoies. C'est comme ça qu'ils tiennent les rapports. Donc, ça ne tient pas, on ne doit pas tenir compte de leur point de vue. Et aujourd'hui, si la CPI,
Si la CPI doit interpeller aujourd'hui, qui est-ce qui doit interpeller par rapport à cette crise de carburant? Ce n'est pas l'État malien. Je veux dire... Voilà. Ok, je pense que nous arrivons au terme de cette émission. Oui. Moi, je dirais simplement... Peut-être on reviendra la semaine prochaine uniquement. Je viendrai simplement, je veux dire que quand ta maison brûle, on n'a pas besoin d'eau propre pour éteindre. Éteignez d'abord le feu. N'essayons pas de comprendre ce qui se dit derrière là-bas, sous d'autres cieux. C'est eux qui font des émissions télé sur notre pays. Il y a eu des pénuries de carburant aussi chez eux. Est-ce que ORTM a invité des Maliens ou pas pour parler de ça? Non. Donc, qu'on sorte de ces carcans-là. On a toujours été pris dans les esprits comme ça. Hein? Banque mondiale, Cour pénale internationale, Cour de justice, ceci, cela. Aux Nations Unies, le Mali n'a pas porté plainte contre la France. Depuis combien de temps? La France a daigné aller répondre à la plainte. L'Algérie n'a pas été coincée. Est-ce que les Algériens sont partis? Ça a fait quel effet? Rien du tout. On doit sortir de ces carcans-là. On doit essayer de comprendre par nous-mêmes que notre pays brûle, que chaque élément de la population est un soldat. Si je peux avoir une seconde pour vous dire... Vous aurez votre mot de la fin. Quand Barkhane était à Gao, moi, ils étaient venus me voir pour leur dire est-ce qu'on peut aider à former leur population dans la sécurité communautaire. Parce qu'ils disent que chez eux, par exemple, quand les terroristes veulent agir, tout le monde fuit seul. L'armée peut venir intervenir alors qu'ils voient que ça n'arrange pas la situation sécuritaire chez eux. Donc, pour vous dire que dans cette situation, ils sont conscients que la communauté doit être organisée et préparer sa défense. Mon mot de la fin est que tout ce qui sort de nos bouches là, vraiment doit atteindre les oreilles attentives. On fait ces débats-là pour avancer nos petites solutions. Nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre. Mais s'il y a 80 mensonges, c'est qu'il y a une vérité là-dedans. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Donnez votre mot de la fin. Bon, le premier problème, je ne suis pas contre l'utilisation des civils. Oui. Et j'ai été sur ce plateau pour combattre les histoires de CPI et de CIJ. Mais j'ai dit, il y a un général français qui a dit, on nous a sortis du Mali, c'est très bien. C'est maintenant où nous pouvons utiliser des proxys pour attaquer sans être vus. Et c'est exactement ce que je ne dis pas c'est ce qui se fait. J'ai dit c'est une possibilité pour le gouvernement d'utiliser des civils armés et organisés comme les DOSO sans qu'il y ait officiellement un lien entre eux. Vous parlez de la mise en œuvre, de la faisabilité. La faisabilité, mais en toute discrétion. C'est bien ce que je suis en train de dire. Et moi, j'ai dit, si on dit ça une fois, 2 fois, 3 fois, tout le monde en parle, mais nos autorités n'agissent pas, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne sont pas en train d'agir d'une autre manière? Quand on ne l'a pas, on ne sait pas. Moi, j'ai une information que je ne publierai pas ici, mais qui laisse à croire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ils peuvent agir autrement. Ça, c'est le premier point. Pour en venir à ce que je suis en train de dire, il faut éviter la panique. Le terroriste, son arme fatale, c'est la panique, c'est la psychose. Et je crois que c'est tous les Maliens d'un certain âge ou d'une certaine culture, d'un certain niveau intellectuel. Chacun peut s'énerver à un moment donné devant les difficultés, mais il faut qu'ils se mettent en tête que ça fait partie du process. Qu'il faut se calmer, qu'il faut chercher à résoudre, que cela va finir. Moi, j'ai vu beaucoup d'intellectuels qui sont en train de tomber dans le panneau face aux difficultés. Évitons la panique. Évitons la psychose. Surtout nous qui pouvons être des personnes âgées ou des personnes intellectuellement vues dans leur communauté, il faut qu'on sache raison garder et ne pas paniquer. Parce que quand nous, on panique, ça peut, ce sentiment est communicatif. Tout de suite, ça entraîne les autres. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Professeur Touré, votre mot de la fin? Ok. Moi, mon mot de la fin, c'est toujours revenir et demander à l'État d'être auprès de ces communautés pour les faire comprendre
cette dimension de crise que nous sommes en train de vivre et leur rôle à jouer. Parce que les populations n'ont pas les mêmes expériences des crises. Quand vous allez prendre le Nord, nous avons longtemps duré dans ces crises, donc tout de suite il y a des automatismes qui se créent. Et aujourd'hui, cette crise est venue par là, certainement c'est nouveau, et nous allons demander à l'État d'être là et d'aider la population à comprendre et de les appuyer à aller vers cette résilience. Parce que seule la résilience peut être aussi très fatale pour ces gens-là. Parce que quand je veux te couper à manger et que tu développes une autre façon de vivre, j'échoue et finalement je vais abandonner. Donc la résilience doit nous amener à comprendre aujourd'hui la nature de crise que nous avons et à créer des solutions pour s'adapter. Ça, c'est un. Et deuxièmement, en période de crise, il faut parler peu juste. Il faut parler peu juste. Et à l'État de veiller à ces réseaux sociaux-là qui font passer ces messages-là pour faire attention. Parce qu'aujourd'hui, que l'État veille même, si on prend par exemple du côté de la Chine, il y a des moments où il y a des réseaux sociaux qui sont coupés. On ne permet pas, on ne les libère pas. Ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas de l'imposition, mais c'est une façon de préserver nos communautés à ne pas tomber dans certaines difficultés. Donc aujourd'hui, et ensuite, en dernier lieu, que les gens évitent ces attroupements qui sont en train de créer autour des stations, attendre 2 jours le carburant. Non, ça crée de la panique et il faut être résilient, il faut comprendre et l'État doit diriger aujourd'hui ce service-là, l'État doit diriger, faire le dispatching de ce carburant en fonction des priorités et permettre à chaque Malien de se déplacer. Merci. Merci beaucoup. Vous étiez des centaines de personnes à nous suivre en direct. Et déjà des milliers en train de suivre l'émission. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous saluons également les 3 éminents experts qui étaient avec nous au plateau ici. Nous espérons d'ailleurs les retrouver le vendredi prochain, même heure, même émission, mais seulement un autre thème. On va changer de thème. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés sur Gandhi Malian TV et African TV parce que d'autres programmes vont continuer. Merci beaucoup.